Même la guerre doit obéir à certaines lois et à certaines règles, du moins en principe. Bonjour chers amateurs d'histoire. Alors quand on regarde ce qui se passe à travers les guerres, que ce soit les guerres actuelles ou les guerres du passé, des guerres aussi meurtrières que la Première ou la Seconde Guerre mondiale, on a l'impression que tout ça est un véritable chaos où est-ce que tout le monde a le droit de faire n'importe quoi à son adversaire. En fait, ce n'est pas vrai, même si dans les faits cela arrive souvent, c'est qu'il y a véritablement un droit de la guerre. Donc les belligérants, c'est-à-dire ceux qui font la guerre, n'ont pas le droit de faire tout ce qu'ils veulent à leurs adversaires. Et qu'est-ce qui régit la guerre de façon générale et le traitement des prisonniers et le traitement des civils? C'est ce qu'on appelle le droit international humanitaire. Alors, qu'est-ce que c'est que le droit international humanitaire? En fait, c'est une branche du droit international public qui est issue de deux droits qui existent depuis assez longtemps déjà. Le droit de la haie, qui régit la conduite de la guerre, et le droit de Genève, qui protège les victimes des conflits armés. En fait, c'est seulement depuis 1972 que ces deux branches se sont unifiées dans un droit international humanitaire applicable dans les conflits armés. Ici, on parle aussi parfois du droit de la guerre. Alors, à quoi sert le droit international humanitaire? Il a pour but, en fait, de limiter les souffrances causées par la guerre, ainsi que les destructions inutiles, tout en assurant la protection et l'assistance aux victimes. Et de ce fait, il est de plus en plus perçu comme faisant partie du domaine des droits de l'homme. Mais d'où vient le droit international humanitaire? Alors, en fait, il faut remonter au 19e siècle, en fait, plus précisément en 1859, année où est-ce qu'on a commencé à poser la première pierre de cet édifice maintenant extrêmement important pour le sort de l'humanité. C'est que qu'est-ce qui se passe en 1859? Il y a eu une bataille, la bataille de Solferino, donc un conflit franco-sarde au cours duquel finalement les affrontements seront absolument meurtriers. Alors, on considère souvent, parallèlement à la guerre de sécession, que la bataille de Solferino aura été la première bataille de style moderne, donc avec un armement moderne. Et donc, cette bataille va être une véritable boucherie. Et à la suite de cette bataille, dans les heures qui vont suivre, il y aura de nombreux blessés qui vont gémir et souffrir de façon ou agoniser sur le champ de bataille, sans être pris en main, pour la simple et bonne raison que plusieurs d'entre eux étaient du mauvais côté de la limite et donc ils n'étaient pas pris en main par l'adversaire et ils périssaient sur place. Et un personnage va assister à cette scène absolument affligeante et inhumaine, un certain Henri Dunant. Henri Dunant qui était un philanthrope, donc un bienfaiteur de l'humanité, et qui, voyant la situation, va décider d'organiser des secours aux blessés de guerre sans distinction de nationalité. Alors l'idée étant de les considérer comme des êtres humains et donc de prendre soin d'eux, peu importe leur appartenance. Et donc, son comité international de secours aux blessés deviendra plus tard le comité international de la Croix-Rouge. Et donc, le comité international de la Croix-Rouge va être la première pierre à l'édifice du droit humanitaire international. Alors, qu'est-ce que c'est que le droit international de la Croix-Rouge? C'est une organisation qui met de l'avant les principes d'humanité, d'impartialité, de neutralité, d'indépendance, de volontariat, d'unité et d'universalité. C'est que, dans le fond, on doit soigner tout le monde, donc au point de vue de la Croix-Rouge, donc à des fins d'humanité. Et donc, on doit rester impartial, peu importe l'appartenance du blessé, du malade, il faut en prendre soin, lui donner les soins d'urgence et les soins suivants aussi, et tout ça dans une atmosphère de neutralité et de volontariat. Évidemment, ça se passe souvent sur un champ de bataille, alors donc, il faut un personnel soignant qui soit volontaire pour affronter tous les dangers que cela implique. Donc, c'est une organisation qui est indépendante des nations et qui s'occupe de soigner les blessés.
Et l'initiative du Comité international de la Croix-Rouge, donc cette création, va faire des petits. Et c'est au lendemain de cette création qu'on va assister à la première convention de Genève qui va se tenir en août 1864, à l'initiative du gouvernement suisse, dans la foulée de l'œuvre entreprise par le Comité international de la Croix-Rouge. Car, j'ai oublié de le mentionner tout à l'heure, Henri Dunant est un Suisse, alors l'initiative est partie de la Suisse. Et c'est encore une fois de la Suisse que vient l'initiative de la Convention de Genève. Alors cette convention, qui est dans la foulée de la Croix-Rouge, va réunir les représentants de 16 États qui vont adopter une convention pour assurer un minimum de respect des droits de l'homme en temps de guerre, comme par exemple la protection du personnel médical et le traitement humain des blessés en leur apportant les soins médicaux nécessaires. Donc, les 16 États s'entendent pour ne plus tirer sur le personnel soignant et de prendre un soin humain, de traiter humainement les blessés, y compris ceux qui proviennent du camp de l'adversaire. Alors, seulement 16 États au début, mais éventuellement d'autres États vont se greffer à cette convention. Alors donc, cet accord qui est adopté en 1864 va marquer l'acte de naissance du droit international humanitaire. Et par la suite, les conventions de Genève vont continuer d'évoluer. Alors donc, après plusieurs décennies, toujours à l'invitation du gouvernement suisse, il y a une autre conférence diplomatique au lendemain de la Seconde Guerre mondiale qui va s'élaborer autour de conventions internationales destinées à protéger les victimes de la guerre. Et encore une fois, cette convention-là va se tenir à Genève d'avril à août 1949. Alors donc, en 1949, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la Convention de Genève évolue pour adopter 4 conventions portant sur la protection des militaires blessés, des malades et des naufragés, mais aussi des prisonniers de guerre et des personnes civiles. Alors donc, tous les belligérants, donc ceux qui font la guerre, doivent désormais et sont tenus de prendre soin des prisonniers de guerre, hein, donc qui proviennent de l'autre camp. Et d'autre part, s'il y a des naufragés qui aboutissent sur vos rivages, vous êtes censés vous en occuper également, même si ce sont des ennemis, même si vous n'avez rien à voir avec le conflit. Donc, il s'agit de traiter humainement ces personnes. Et par la suite, le protocole continue d'évoluer et le 8 juin 1977, on va ajouter 2 protocoles aux conventions de Genève qui auront pour but d'assurer la protection des victimes de conflits armés tant nationaux qu'internationaux. Pourquoi cette précision? Parce qu'évidemment, il y a des conflits entre les nations, mais des fois, il y a des conflits à l'intérieur d'une seule et même nation. C'est ce qu'on appelle les guerres civiles. Et dans ces cas-là, on avait tendance à ne pas intervenir, on ne se permettait pas de le faire parce qu'on considérait que c'était des conflits internes, donc qui ne concernaient pas la communauté internationale. Mais depuis 1977, tous les signataires des accords de Genève sont tenus désormais d'intervenir et donc de venir en aide aux victimes de ces conflits tant internationaux qu'internes à l'intérieur donc d'un pays. Donc maintenant, s'il y a un conflit à l'intérieur d'un pays, ça ne concerne plus seulement ce pays-là, mais l'ensemble de la planète. Alors donc, où en est-on de nos jours? Ben, en 2021, plus de 190 États adhèrent aux conventions de Genève et elles s'engagent à respecter et à faire respecter les conventions et protocoles en toutes circonstances. Mais les accords de Genève ne forment pas la seule convention qui fait partie du droit international humanitaire. Il faut aussi mentionner les conventions de La Haye, qui datent aussi de la toute fin du 19e siècle. En fait, c'est en 1899 que s'est ouverte à La Haye la première conférence de la paix réunissant 26 États, au terme de laquelle fut adoptée la première convention concernant les lois et coutumes de la guerre, la première codification du droit des conflits armés, ce qu'on appelle le jus in bello, en latin qui veut dire le droit de la guerre. Alors, ce droit de la guerre a ensuite été révisé et complété en 1907 et on va appeler ça le droit de La Haye, qui pose comme principe que les belligérants, c'est-à-dire ceux qui font la guerre, n'ont pas un droit illimité quant au choix des moyens de nuire à l'ennemi. Et ils doivent, au nom des lois de l'humanité, s'abstenir de recourir à certaines armes ayant un effet traumatique excessif.
des armes ayant un effet traumatique excessif. Faut se mettre dans le contexte. Hein? Donc, au début du 20e siècle, l'armement évolue rapidement avec des armes de plus en plus meurtrières. Alors donc, on commence déjà à vouloir se poser des limites dans l'usage de ces lois-là. Cela dit, on va déroger rapidement à ces lois-là, même si on se pose pour principe de ne pas les utiliser. Alors, durant la Première Guerre mondiale, on va utiliser le gaz moutarde et plus tard, on va utiliser la bombe atomique, hein, donc à Hiroshima et Nagasaki. Ainsi, comme vous pouvez voir, malgré les beaux principes qu'on s'impose, il y arrive à plusieurs occasions au cours du 20e siècle qu'on va déroger à ces lois-là. On verra plus tard pour quelles raisons cela peut advenir. Et plus tard, en 1954, le droit de la haie va continuer à évoluer parce qu'on va adopter une autre convention pour la protection, cette fois-ci, des biens culturels en cas de conflit armé. Pourquoi cette précision? On venait de passer à travers la Seconde Guerre mondiale où il y a eu beaucoup de pillages, beaucoup d'œuvres d'art ont été volées, notamment par les nazis. On en retrouve encore de nos jours des œuvres qui ont été perdues pendant de nombreuses décennies et dont certains criminels nazis se sont emparés pour leurs biens propres. Donc, les nazis ont volé beaucoup d'œuvres d'art. Et ce n'est même pas nouveau, en fait. Alors, au cours des siècles précédents, le pillage était une mesure qui était souvent appliquée par les nations en guerre. Napoléon, avant les nazis, avait été particulièrement efficace dans son habitude de voler des œuvres d'art aux ennemis. Et donc, et d'autres nations auparavant, les Romains, à leur époque, ont fait procéder à beaucoup de pillages également, beaucoup d'œuvres grecques notamment. Alors donc, en 1954, on veut mettre fin à cette pratique traditionnelle. Alors donc, maintenant, les biens culturels sont également protégés par le droit de la haie. Alors, comme on l'a vu, la Convention de la haie est là pour définir la guerre, définir ses limites, définir jusqu'où on peut aller. Et elle va aussi jusqu'à définir qu'est-ce qu'une guerre juste et qu'est-ce qu'une guerre injuste. Si vous avez déjà assisté à des déclarations de guerre, je vous en souhaite le moins possible, donc durant votre existence, vous remarquerez que souvent, le chef d'État qui déclare la guerre va, à un moment donné, prendre la peine de préciser que la guerre qu'il mène, qu'il déclare, est une guerre juste. Alors, qu'est-ce qu'une guerre juste? Alors, elle est clairement définie dans le droit de la haie. Alors donc, à certaines conditions, telles que définies par le droit de la guerre peut être considérée comme juste. Quand est-ce qu'elle est juste aux yeux du droit de la haie? Elle va être juste si elle vise une juste cause objective, comme par exemple la résistance à l'agression, la protection des innocents ou la réparation d'un tort. Alors, à ce moment-là, on peut la considérer officiellement comme juste. Mais on la considère juste également si elle est motivée par une intention droite subjective, en toute bonne foi. Alors, de quoi il s'agit ici? Alors donc, lorsqu'on fait une guerre avec des belles intentions, des bonnes intentions, pour venir en aide à des gens notamment. Mais voyez déjà qu'une intention droite subjective, on arrive déjà sur une pente savonneuse quelque peu glissante, où est-ce que tout est une question de perception d'un côté et de l'autre. Alors déjà, le droit de la guerre prête flanc à bien des interprétations subitement. Et d'autre part, donc, évidemment, cette intention droite subjective ne doit pas être un prétexte déguisant des motifs immoraux. Par exemple, on veut venir en aide à un pays qui a été envahi, mais évidemment, il ne faut pas que ce soit en raison du pétrole qui se trouve sur place. Cela dit, l'expérience nous montre bien que lorsqu'un pays est envahi, mais qu'il a dans son sous-sol du pétrole ou d'autres ressources extrêmement intéressantes, soudainement la communauté internationale est davantage pressée à intervenir que dans un pays où est-ce que les ressources sont beaucoup moindres. Alors donc, il faut être réaliste par rapport à ça. Mais l'objectif de cette convention est véritablement donc de mettre en valeur les belles intentions et d'éviter les interventions qui déguisent des motifs immoraux. D'autre part, pour qu'une guerre soit considérée comme juste, elle doit être déclarée publiquement en bonne et due forme par une autorité compétente. Alors donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'avant d'attaquer, il faut signaler son intention au pays ennemi. Alors donc, déjà, à cette occasion-là, l'Allemagne, par exemple, qui a attaqué la Belgique à 2 occasions lors de la Première et Seconde Guerre mondiale, sans avoir déclaré auparavant, alors que la Belgique était neutre, et c'est clairement une violation
des conventions de La Haye. Même chose pour le Japon lorsqu'il a attaqué par surprise les États-Unis à Pearl Harbor, c'est encore une fois une violation de cette pratique-là. Donc, il faut déclarer la guerre publiquement lorsqu'on entre en guerre, premièrement. Et notons aussi que cette déclaration de guerre doit être faite par une autorité compétente. Donc, personne ne peut s'arroger une autorité de façon illégitime pour déclarer la guerre. Donc, un chef terroriste qui n'a pas été élu ou tout simplement reconnu comme le chef de son État ne peut entrer en guerre, sauf de façon évidemment illégale. Et d'autre part, pour qu'une guerre soit considérée comme juste, elle doit constituer le dernier recours disponible pour régler le conflit après que tous les moyens pacifiques aient été épuisés. Donc, on n'entre pas en guerre immédiatement. Il faut recourir d'abord à la diplomatie et à toutes les instances possibles avant d'en venir au point. Alors donc, une guerre qui fait fi des recours diplomatiques va être considérée comme illégitime. Autre détail intéressant, une guerre ne peut être considérée comme juste que si elle a des chances raisonnables de réussir. Alors, un État qui entrera en guerre en sachant très bien qu'il va perdre la guerre, il entre à ce moment-là dans l'illégalité aux yeux des conventions de La Haye. Pourquoi? Donc, c'est parce qu'une guerre désespérée est exclue des guerres justes. Hein, parce qu'on entre en guerre en sachant qu'on va perdre. Alors, donc, tout cela implique de nombreux morts et des morts inutiles, finalement. Donc, la Convention de La Haye tient compte aussi de ces éléments-là et donc il faut avoir des chances raisonnables de réussir pour entrer en guerre. Enfin, une guerre ne sera considérée comme juste que si elle entraîne des dommages proportionnels au tort qu'elle vise à réparer. Alors, certains États, parfois, vont appliquer la politique suivante, c'est que si on se fait attaquer, on réplique de façon disproportionnelle à la puissance 10 pour décourager les attaques. C'est entre autres la philosophie de l'État d'Israël. Alors, normalement, ça devrait être considéré comme une violation aux conventions de La Haye. Alors, on est censé infliger des dommages proportionnels au tort qu'on nous a infligé préalablement. Donc, comme on peut voir, toutes les guerres ne sont pas justes et on a eu l'occasion durant le 20e siècle et au début du 21e siècle d'assister à certaines déclarations de guerre qui allaient dans le mauvais sens selon la Convention de La Haye. On verra plus tard comment cela est possible. Mais au-delà de définir si une guerre est juste ou non, le droit dans la guerre, le jus in bello, va définir en fait qu'est-ce qu'un belligérant peut se permettre dans le cadre d'une guerre. Alors, un belligérant doit faire preuve de discrimination entre combattants et non-combattants. Alors, les populations civiles jouissent de l'immunité et ne doivent jamais être prises pour cible. Donc, on n'a jamais le droit, normalement, de tirer sur des civils. Alors, on doit se combattre entre soldats, entre membres de l'armée. Cela dit, encore là, on va rencontrer certaines limites dans la réalité. Alors, qu'est-ce qu'on fait d'une base militaire qui est située à proximité d'une population civile? Est-ce qu'on doit s'empêcher de bombarder la base en question? Est-ce qu'on doit limiter notre armement, etc.? Alors donc, il y a toujours moyen, après coup, de se justifier en disant que oui, mais les soldats étaient mêlés aux civils et donc on a fait ce qu'on a pu, mais donc des civils sont morts. Évidemment, une guerre va toujours provoquer la mort de civils. Alors, parfois, on arrive dans des situations extrêmement tragiques où est-ce que finalement des civils vont mourir parce qu'ils sont près d'installations militaires. Et d'autre part, on peut toujours prétendre aussi qu'on croyait que c'était une base militaire alors que finalement, c'était tout simplement un quartier civil, alors que c'était pas une usine d'armement, par exemple, et tout ça. Donc, vous voyez à quel point le droit de la guerre est dur à gérer à certaines occasions et qu'il y a des zones de flou à bien des moments. Parmi les principes aussi que doivent respecter ceux qui font la guerre, un belligérant doit se limiter à des actions proportionnelles aux objectifs poursuivis. Alors normalement, les armes de destruction massive doivent être absolument bannies. Pourtant, on a vu l'usage de certaines de ces armes au cours du 20e siècle. Alors donc, le plus bel exemple, si je peux qualifier ça d'un bel exemple, alors c'est l'attaque nucléaire sur Hiroshima et Nagasaki. Alors comment se fait-il que les États-Unis, en bafouant à cette occasion-là les règles, vont s'en sortir? Premièrement, parce qu'ils vont trouver une argumentation. Ils vont dire que ces bombes qu'on a lâchées sur Hiroshima et Nagasaki étaient là pour intimider le
Japon et par la même occasion l'obliger à se rendre et éviter ainsi de nombreux morts. Et donc, c'est la logique que va utiliser le gouvernement américain pour s'en sortir. Et d'autre part, il faut aussi savoir que lorsqu'on fait partie des vainqueurs, c'est beaucoup plus facile à ce moment-là de s'en sortir lorsque on questionne les pratiques de la guerre. Beaucoup plus facile à ce moment-là de faire payer les criminels nazis ou les criminels japonais que les criminels américains. Alors évidemment, le droit du plus fort est souvent prédominant dans le droit de façon générale. Autre élément prévu par les conventions de La Haye, un belligérant doit s'interdire tout moyen intrinsèquement mauvais. Ça implique notamment des campagnes de viol en masse, des génocides, l'emploi d'armes aux effets incontrôlables comme des armes chimiques ou biologiques. Alors normalement, on n'est pas censé utiliser ce type d'armes et ce type de moyens à l'intérieur d'une guerre. Alors c'est ce que préconise la convention de La Haye. Alors, comme on vient de le voir, même si des règles existent pour régir la guerre, pour éviter les débordements, force nous est de constater qu'à bien des occasions, des nations n'ont pas respecté ces conventions-là. Alors, que faire à cette occasion-là pour éviter que les choses se reproduisent systématiquement? Alors donc, c'est pour ça que le droit pénal international a été mis en place. Alors, le droit pénal international s'est élaboré au 20e siècle en réaction aux atrocités commises lors des deux guerres mondiales et de divers conflits comme ceux de l'ex-Yougoslavie et du Rwanda. Alors donc, on se rend compte qu'il faut absolument non seulement interdire ces crimes de guerre, mais d'autre part, il faut aussi punir les gens qui s'en sont rendus coupables. Alors, justement, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, on va finir par définir 3 catégories d'infractions lors du tribunal de Nuremberg. Alors, premièrement, qu'est-ce que c'est que le tribunal de Nuremberg? C'est un procès qu'on va organiser au lendemain de la Seconde Guerre mondiale pour punir les criminels nazis. Alors donc, un procès qui va être organisé par les 3 principaux vainqueurs, c'est-à-dire les États-Unis, la Grande-Bretagne et l'URSS. Et à cette occasion-là, ce tribunal va marquer les bases de ce que va devenir le droit pénal international. On va à cette occasion-là, d'ailleurs, définir plusieurs crimes qui n'existaient pas officiellement, comme les crimes contre la paix, les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité. Alors, on va les voir les uns après les autres. Alors, premièrement, qu'est-ce qu'un crime contre la paix? Le crime contre la paix va être défini à l'article 6 du statut du tribunal de Nuremberg comme étant la préparation, le déclenchement ou la poursuite d'une guerre d'agression ou d'une guerre en violation des traités, assurances et accords internationaux. Autrement dit, lorsqu'on viole les traités et qu'on entreprend une guerre d'agression, ça devient à ce moment-là un crime contre la paix. Et il est assimilé aujourd'hui à un crime d'agression. Tout comme on agresse quelqu'un dans la rue, on agresse également un pays. C'est le même principe qui régit les deux. Alors, qu'est-ce qu'un crime de guerre? Ce sont tous les crimes qui sont commis durant une guerre en violation des conventions internationales. Alors, les conventions de Genève, les conventions de La Haye, donc toutes ces règles qui régissent les droits et coutumes de la guerre. Alors donc, lorsqu'on viole ces règles, on commet un crime de guerre. Alors, qu'est-ce que ça comprend? Ça comprend notamment des homicides intentionnels. Et là, je parle d'homicide de civil, bien sûr, parce qu'on quand on cherche à tuer un soldat ennemi, on le fait intentionnellement, évidemment. Mais ça comprend aussi des crimes encore plus graves comme la torture, la déportation, le traitement inhumain, la détention illégale, les prises d'otages, les destructions massives, les attaques intentionnelles de civils ou des attaques aussi de biens protégés. L'enrôlement d'enfants dans l'armée est inclus dans ces interdictions-là. Le pillage dont je parlais précédemment, tout ça sont des crimes de guerre. Et chose intéressante, c'est que depuis la Convention des Nations Unies de 1968, tous ces crimes sont désormais considérés comme imprescriptibles. Qu'est-ce que ça signifie? C'est que un crime imprescriptible, c'est un crime pour lequel on peut être poursuivi sans limite de temps. Alors évidemment, parce que dans certains cas, lorsque ça fait trop longtemps, la personne n'est plus susceptible d'être poursuivie, mais pour les crimes de guerre, il n'y a pas de limite de temps. Alors c'est pour ça que même au cours des années 90,
justice. Il y a eu, entre autres, le procès de Maurice Papon, hein, un Français qui avait collaboré avec les criminels nazis, qui avait envoyé beaucoup de gens dans les camps de concentration. Eh bien, il a été poursuivi malgré son âge vénérable à l'époque, alors donc en raison donc du caractère imprescriptible des crimes de guerre. Or donc, les responsables de ces crimes de guerre savent désormais qu'ils peuvent éventuellement un jour, si la situation change, se faire poursuivre en justice pour ces crimes commis parfois dans un lointain passé. Les crimes contre l'humanité ont également été définis pour la première fois au tribunal de Nuremberg. Alors, bien qu'il n'existe pas de définition généralement admise, ils désignent normalement l'assassinat, l'extermination, la réduction en esclavage, la déportation et tout acte inhumain commis contre toute population civile avant ou pendant la guerre. Ou bien, on peut inclure là-dedans les persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux, qu'ils aient constitué ou non une violation du droit interne du pays où ils ont été perpétrés. Alors donc, un pays ne peut pas prétendre que oui, dans notre pays, nos lois permettent la déportation, l'assassinat, etc. Ce n'est plus une excuse, c'est une convention internationale. Alors donc, même si on se vote des lois qui nous permettent de commettre ces crimes, aux yeux du droit de la haie et du droit international humanitaire, ce sont des crimes contre l'humanité. Précisons également que les crimes contre l'humanité sont aussi des crimes imprescriptibles, donc on peut être poursuivi sans limite de temps. Et d'ailleurs, ces crimes contre l'humanité ont fini par se définir de plus en plus au gré des tragédies qui ont parsemé le 20e siècle. Alors, la notion de crime contre l'humanité s'est précisée notamment à l'occasion des conflits en ex-Yougoslavie et au Rwanda. Et par ailleurs, avec le temps, la liste des crimes va être précisée, allongée pour inclure éventuellement l'apartheid, comme on le voyait en Afrique du Sud notamment, les disparitions et les crimes sexuels graves. Parmi les crimes qui ont ressorti lors du procès de Nuremberg, il y a entre autres le crime de génocide. Le terme de génocide, déjà, a été énoncé pour la première fois en 1944 par le juriste américain Raphaël Lemkin lors du procès de Nuremberg. Il a ensuite été formalisé juridiquement par la Convention du 9 décembre 1948 portant sur la prévention et la répression du crime de génocide. Alors, qu'est-ce qu'un génocide? On le voit normalement comme un acte commis dans l'intention de détruire en tout ou en partie un groupe national, ethnique, racial ou religieux. Et donc, de ce fait, il est assimilé à un crime contre l'humanité. Et comme les crimes contre l'humanité, il est lui aussi imprescriptible, donc poursuivable pour sans limite de temps. Ainsi, comme on peut le voir, le tribunal de Nuremberg qui a puni les criminels nazis, ce tribunal va marquer une véritable révolution juridique pour essentiellement deux raisons. D'abord parce qu'il va définir certains crimes et donc on aura une idée plus claire de en quoi ça consiste. Et d'autre part, il va mettre en cause surtout la responsabilité individuelle pour les crimes de guerre, et ce, en dépit de l'immunité attachée aux personnages officiels. Je m'explique. C'est que, évidemment, on avait souvent comme excuse auparavant de dire, mais oui, mais j'ai obéi aux ordres, hein, j'ai dû obéir aux ordres, etc. On m'a ordonné d'exterminer telle population, telle partie de la population, et donc, voilà. Alors donc, maintenant, chaque criminel de guerre est responsable individuellement des crimes qu'il a commis. Évidemment, il peut y avoir certaines circonstances qui peuvent aider à son acquittement. D'autre part, les personnages officiels jouaient souvent dans certains pays d'une certaine immunité. Alors, ils sont des chefs d'État, donc on ne peut pas les poursuivre tant qu'ils n'ont pas été déposés du pouvoir. Alors donc, dans le contexte du tribunal de Nuremberg, ça ne tient plus cet argument. Donc, l'immunité attachée aux personnages officiels tombe à l'occasion de ces procès.
Et donc, la situation officielle des accusés, soit comme chef d'État, soit comme haut fonctionnaire, ne sera plus considérée ni comme une excuse absolutoire, ni comme un motif de diminution de la peine. C'est d'ailleurs à cet égard que la levée de l'immunité du général Pinochet en 1998 aura lieu, et ça marquera un véritable précédent. Alors donc, malgré les fonctions éminentes de ce général, il a commis des crimes de guerre, et de ce fait, il n'a pas échappé à la justice, il a fini par avoir son procès. Il est mort de vieillesse avant la fin du procès, néanmoins, le principe a été respecté ici. Mais évidemment, le tribunal de Nuremberg n'était qu'un tribunal monté à l'occasion de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et il va manquer pendant plusieurs années une cour permanente criminelle internationale. Et donc, en l'absence de cour criminelle internationale, le Conseil de sécurité de l'ONU a décidé de mettre sur pied, en 1993 et en 1994, deux tribunaux ad hoc. C'est quoi un tribunal ad hoc? C'est un tribunal fait pour l'occasion. Donc, deux tribunaux ad hoc pour juger les personnes responsables de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité et de génocide. Et dans deux occasions, donc en ex-Yougoslavie et aussi au Rwanda, où est-ce qu'il y a eu un génocide, comme vous le savez sans doute. Et donc, pendant longtemps, lorsqu'il arrivait des occasions semblables, on organisait sur pied un tribunal pour l'occasion, les fameux tribunaux ad hoc. Mais le besoin se faisait de plus en plus sentir d'avoir une organisation permanente qui puisse gérer année après année les cas les plus lourds sans qu'on ait à chaque fois à échafauder toutes les structures d'un procès et d'un tribunal. Et c'est dans cette idée-là que la conférence de Rome, du 15 juin au 17 juillet 1998, a fini par donner naissance à une nouvelle instance permanente, la Cour pénale internationale, qui est chargée de juger les auteurs de crimes de génocide, de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité et de crimes d'agression. Alors, il s'agit des crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale, ceux qui portent atteinte à des valeurs jugées universelles touchant à la dignité humaine. Alors, cette institution a vu le jour le 11 avril 2002, après que le 60e État ait ratifié le statut de Rome. Alors donc, il existe maintenant une Cour pénale internationale. Cela dit, malgré les avancées que tout ça représente, il faut quand même rester réaliste et savoir, entre autres, que sur les 193 pays membres de l'ONU, seulement 123 ont ratifié ce traité. Alors donc, ces conventions. Et d'ailleurs, il y a 32 pays qui n'ont jamais ratifié le traité, même s'ils l'ont signé à l'origine, notamment les États-Unis et l'URSS. Quelles sont les raisons derrière tout ça? C'est qu'évidemment, on ne veut pas, du côté de ces deux États et des autres qui sont concernés, éventuellement voir leur chef d'État ou ancien chef d'État poursuivi en justice sur une tribune internationale. Et il y a également certains pays qui ne l'ont ni signé ni ratifié, notamment les Indes et la Chine. Alors qu'est-ce que ça donne? C'est qu'évidemment, l'édifice est loin d'être complété. Alors des pays peuvent encore échapper à cette convention, ce tribunal, cette Cour pénale internationale. Alors donc, le travail reste encore à compléter et on verra dans les prochaines décennies si l'évolution va de l'avant à nouveau et qu'on pourra éventuellement un jour avoir accès à une véritable Cour pénale internationale où est-ce que même les pires criminels des nations les plus puissantes peuvent s'estimer potentiellement atteignables par cette justice.